Donc, le sujet du jour, bonjour à tous, c'est la transparence des algorithmes. Et en fait, on parle beaucoup d'éthique de l'IA aussi en même temps. Je préfère parler plutôt de IA de confiance. Et donc, je déclinerai après ce que j'entends par IA de confiance, qui inclut, de mon point de vue, les aspects éthiques de l'IA. Les questions éthiques, ça reste, de mon point de vue, quelque chose d'assez abstrait, subjectif et qui est plutôt du goodwill, hein, qui n'engage pas beaucoup de gens, en fait, quand je dis que ça n'engage pas beaucoup de gens, c'est-à-dire que les industriels ne se sentent pas concernés par l'éthique de l'IA. Ils se sentent concernés davantage par l'IA responsable et l'IA de confiance. Ça, c'est plutôt un argument de compétitivité économique. Mais l'éthique de l'IA, c'est pas vendeur et on n'a pas beaucoup d'espoir, en tout cas dans le cadre de l'effort qui est fait par la Commission européenne. Quand on parle d'IA éthique, il n'y a pas d'industriel qui contribue à l'effort, mais par contre, quand on parle d'IA responsable et IA de confiance, là, tout le monde est là. Donc c'est plus engageant et de mon point de vue, c'est plus consistant, en tout cas, de considérer ces questions-là qui englobent l'éthique. Donc de mon point de vue, ça c'est pour commenter assez rapidement le titre. Bon, ça vous le savez, on a souvent et beaucoup dit que les données sont partout. Et on a beaucoup moins dit que les algorithmes sont partout, parce que les algorithmes qui génèrent du sens et qui créent de la valeur des données, les données en soi ne portent pas de valeur en soi. C'est les algorithmes qui créent de la valeur et c'est les algorithmes qui créent du sens. Et donc, s'il y a autant de données exploitables et valorisables et à partir desquels on extrait du sens, c'est qu'il y a autant d'algorithmes qui sont diffusés, qui sont pervasifs, enfin qui sont en tout cas partout. Alors là, effectivement, dans tous les domaines, et encore une fois, l'IA et les algorithmes, c'est un progrès vraiment immense, incontournable, c'est une aide pour l'humain inestimée. C'est le sens de l'histoire d'utiliser des algorithmes, puisque l'humain est incapable de traiter autant de données qui l'entourent et autant de données qui sont générées autour de lui, aussi bien dans le monde professionnel que personnel. Donc ça, je dirais, on part d'un postulat de base que c'est indispensable, que c'est un vrai progrès. D'accord ? Donc les exemples sont nombreux sur la santé personnalisée, sur les véhicules autonomes, sur l'agriculture de précision. Donc c'est vraiment, les bénéfices sont nombreux. D'accord ? Je dirais que à partir du moment où on a cette grande diffusion des algorithmes, et en fait on se pose des questions. À partir du moment où les algorithmes sont partout, la transparence et la confiance, ça devient des questions cruciales, en fait. Ça devient des questions cruciales et ce que j'appelle par un système algorithmique, c'est en fait cette notion de dualité entre données et algorithmes. C'est vraiment essentiel, parce que souvent on parle de transparence des algorithmes. En fait, c'est transparence des systèmes algorithmiques. La confiance dans les algorithmes ou dans l'IA, ça n'a pas de sens si... parce que je dis ça parce qu'il y a souvent des questions, la gouvernance de l'IA, je sais pas quoi, etc. En fait, quand il faut faire des régulations, quand il faut faire quand il faut se préoccuper de la confiance dans l'IA, il faut aussi se questionner les données aussi qu'on utilise, parce que on peut avoir le meilleur algorithme, le plus efficace, le plus performant, le plus solide, le plus robuste, etc. Mais si on ne fait pas attention aux données qui sont utilisées pour l'entraînement, les données de paramétrage, les données de ceci, cela, en fait, on a vu une partie des problèmes. Et donc, données et algorithmes sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et cette dualité, moi, je l'appelle système algorithmique. Alors, là aussi, l'analyse de données et data analytics au sens large, c'est pas nouveau. Je dirais que la nouveauté est là où les questionnements sont devenus plus accentués, c'est ce passage entre le prédictif et le prescriptif. Donc, je vais dire deux mots sur le prescriptif tout à l'heure, mais je voudrais dès à présent
donner une définition assez générique en fait de la transparence. Qu'est-ce qu'on appelle transparence? Parce que souvent il y a énormément je dirais, de déclinaison de ce qu'est la transparence. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me posent la question, alors est-ce que s'il faut être transparent, est-ce qu'il faut publier son code source? Beaucoup d'industriels pensaient que si on demande la transparence des algorithmes, c'est que comment on peut publier des secrets industriels? Mais non, c'est pas ça. Donc la transparence, c'est pas publier des codes sources. Et quand bien même on met à disposition de codes sources, ça ne veut pas dire que c'est intelligible et qu'on comprend ce qui est en train d'être fait. Donc il n'y a pas de lien entre les deux en fait. La transparence, d'une manière beaucoup plus globale, c'est surtout de la réduction de la symétrie informationnelle entre les producteurs de services numériques et les consommateurs de ces services. Alors, les consommateurs, ça ne veut pas dire que citoyens. La plupart des débats publics un peu plus médiatisés, par Parcoursup et compagnie, enfin, et tout le débat sur ces questions-là, ça a été beaucoup sur des questions citoyennes, les droits civiques, des choses comme ça. Mais en fait, ça a occulté quand même d'autres typologies en termes de transparence, c'est-à-dire quand c'est une entreprise qui est cliente de services d'une autre entreprise et quand il n'y a pas de transparence justement dans les services qui sont fournis, on peut être en face d'un problème de concurrence déloyale. Donc là, c'est quand même embêtant. Le cas B2B, il est embêtant. Très souvent, ça a été beaucoup focalisé sur le B2C. Mais aussi, quand c'est donc une entité gouvernementale qui est cliente des services d'entreprise, là on peut être en face de problèmes de souveraineté. Quand les données sensibles de sécurité intérieure qui sont traitées par une entreprise étrangère et on n'a pas toutes les garanties, enfin quand je dis garantie, toute la transparence de ce qui se passe sur les données, comment elles sont traitées, comment elles sont, enfin toute la chaîne, le contrôle d'usage des données, en particulier sur des données sensibles, il y a problème. On peut se poser des questions de souveraineté. Donc en fait, c'est vraiment la réduction de l'asymétrie informationnelle entre des producteurs de services et les consommateurs des services. Donc ça, c'est, je dirais, la plus, disons, que j'ai trouvé à ce jour applicable à plusieurs contextes, en fait. Alors, dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, les algorithmes, donc un certain nombre d'exemples. En fait, je n'ai pas laissé le slide sur la typologie du prescriptif du prédictif au prescriptif, mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre un peu ici ce que j'entends par un prescriptif. Typiquement sur donc les algorithmes tous les jours, bien entendu, tout le monde utilise des moteurs de recherche. Donc là aussi, c'est des exemples classiques, je dirais. Quand on dit les 5 premiers résultats sont sortis en premier, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont sortis en premier? Non. Est-ce que c'est parce que c'est les plus pertinents, mais pertinents selon quels critères? Est-ce que c'est parce que c'est ceux qui ont payé le plus? Est-ce que ceux qui ont acheté le plus de mots-clés pour sortir selon cette requête? Bref. Ils sont sortis les premiers, mais on ne sait pas trop. C'est ça le manque. Enfin, celui qui produit le service, il sait pourquoi. Il vous a fourni les 5 premiers résultats. Celui qui consomme, il peut faire confiance au producteur de service, mais il n'a pas toute la traçabilité, l'explication. Ce n'est pas l'explicabilité donc du résultat. Sur les moteurs de recommandation de biens et de services, vous en connaissez beaucoup. D'accord, dans plusieurs domaines. S'il s'agit de consommer des articles, quand on vous recommande un bien à acheter, est-ce que c'est vraiment un service personnalisé qui vous recommande selon vos traces et votre parcours? Et c'est sûrement, c'est du conseil, on apprécie la personnalisation. D'accord, c'est pas toujours suspicieux ou je sais pas quoi, mais d'un autre côté, on n'a pas la transparence, on n'a pas les critères qui disent ce produit vous a été recommandé parce que vous avez consulté ça, etc. Ça pourrait bien être aussi, en fait, on vous recommande ce produit qui est peut-être le plus proche, mais en fait, ça nous permet de déstocker en fait, les produits que nous avons dans les rayons. Bon, donc voilà. Bon, ça c'est un exemple, mais sur la consommation des biens culturels, ça peut très clairement, et là le ministère de la Culture se pose aussi des questions très sérieuses là-dessus, sur
Aujourd'hui, les moteurs de recommandation en ligne, en tout cas sur la consommation des contenus culturels en ligne, ils sont toujours sur recommandation. Vous avez regardé cette vidéo, sûrement cette vidéo vous intéresse. Il y a même certains, je dirais, services qui, par défaut, c'est coché lecture automatique, en fait, de ce qui vous est proposé par le moteur de recommandation. Et du coup, c'est quand même... alors là aussi, on peut se poser des questions. C'est quelle fonction objective ce moteur de recommandation est en train d'optimiser? Est-ce que... Alors, pour certains, je ne donne pas de nom, pour certains, ça optimise, en fait, de maximiser le temps de présence devant l'écran pour vous vendre plus de publicité. Donc ça peut, en fait, vous proposer des contenus qui vous étonnent. Tiens, en fait, ah oui, j'aimerais bien regarder plus, j'aimerais bien regarder ça, et encore, et ça a été démontré, des fois, la trajectoire peut virer vers des contenus un peu extrémistes, parce que ça interpelle, parce que ça accroche, vers des contenus accrocheurs. Ça, il y a des études qui l'ont montré, mais en même temps, là aussi, ça peut exclure certains producteurs de contenu culturel de ces moteurs de recommandation. Et là, là aussi, c'est des problèmes de concurrence en termes d'industrie culturelle. D'accord? Donc, quelque part, quand même, il y a de grands enjeux là-dedans. Il faut faire... Voilà. Il y a énormément de questions qui se posent du coup. Combien? Excellent. On peut dire au revoir. Sur le consentement, alors là aussi, le consentement... c'est un droit qui existe depuis longtemps. Donc là aussi, c'est pas le droit qui va nous protéger. Une étude avec donc une équipe INRIA et la CNIL a montré que sur une application que vous installez sur votre portable et qui vous pose la question est-ce que vous voulez partager ou non votre position GPS? Oui, vous cochez cette case. Non, vous cochez cette case. Il a été montré, objectivé, mesuré que quelle que soit votre réponse, la position GPS est prise en compte. D'accord? Donc vous pouvez que faire confiance au producteur de services. Qui va vous révéler ce qui se passe derrière en termes de données? Qui? En fait, il n'y a personne. Et c'est là mon propos, c'est que les algorithmes aussi sont partie de la solution et pas la loi. Parce que là, le droit au consentement, il existe. Maintenant, qui va pouvoir aider nos amis juristes à faire leur vérification et les autorités de régulation d'appliquer la loi? C'est les algorithmes. Un juriste n'est pas capable, enfin pas plus qu'un autre humain, de dire bon bah il a dit il faut cliquer là, donc il va le faire sûrement. Bah, on n'a aucune garantie. Alors c'est tout là la problématique de justement la transparence des algorithmes, c'est vérifier le comportement des algorithmes. Est-ce qu'ils disent ce qu'ils sont en train de faire ou pas? Et ça, c'est vraiment... Alors, je crois que c'était 20 minutes, c'est déjà fait, 20 minutes. Parce que là aussi, sur les credit scoring, il y a plein de choses à dire. Hein, parce que là aussi, ça génère de nouvelles discriminations, en fait. Parce que credit scoring, il y a des données d'apprentissage. Et pour faire de l'apprentissage, il faut que le concepteur, et donc l'entreprise ou l'établissement financier, donne les bons exemples, les mauvais exemples en termes d'apprentissage à l'algorithme. Et donc là, ce sont des opinions encapsulées. Certains qui savent comment ces indices-là sont calculés, en fait, se débrouillent pour laisser les bonnes traces électroniques, les bonnes traces digitales, pour que leur score soit le plus haut. Alors que d'un point de vue de solvabilité, quelqu'un d'autre qui vient les mains dans les poches parce qu'il ne sait pas comment l'algorithme est calculé, eh bien, il va avoir un score, un credit scoring bien plus faible. Il n'aura pas les mêmes droits juste parce qu'il ne sait pas comment l'algorithme est calculé. Alors que l'autre, il se débrouille pour avoir des retraits, il ne faut pas dépasser un certain montant, quitte à avoir deux cartes, quitte à avoir deux comptes, etc. etc. Donc là, ce sont de nouvelles fractures, je dirais, numériques, entre de connaissances. C'est pour ça que ça jaillit aussi sur les questions de formation et de sensibilisation de tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Et donc, l'explication et la traçabilité sont des sujets essentiels. Il y a eu récemment beaucoup d'articles sur comment, de la communauté scientifique, sur comment je peux faire confiance à un algorithme de prédiction. Je vais vous montrer quelques exemples. Et donc, les sujets sur la robustesse
au biais, la déversion, la corruption des données, ce sont des sujets vraiment de la communauté de recherche, mais aussi de la réutilisation de software, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes d'apprentissage, il y en a beaucoup en librairie en open source. Et donc, l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas d'intention de nuire, c'était simplement après enquête, bien sûr, vous en doutez que la CNIL a déclenché une enquête, etc. Il s'est révélé, j'ai rien contre l'open source, mais c'était des briques open source réutilisées sans avoir vérifié les fuites informationnelles de ces briques. C'est bête, mais ça génère, en fait, là, ça questionne sur la responsabilité, en fait, des data scientists quand ils sont recrutés. Et du coup, ça questionne aussi les formateurs et les enseignants-chercheurs d'adapter leur formation à ce nouveau contexte. La plupart des algos de machine learning aujourd'hui, enfin, il n'y a aucune entreprise qui recrute quelqu'un pour refaire un algorithme de régression, hein. Tout est réutilisé aujourd'hui, donc il faut adapter aussi les formations à ces questions-là. Pour la robustesse et l'explication, je vous donne ici 2 exemples. Dans le domaine de la vision par ordinateur, parce que c'est des choses que j'ai vécues avec mes thésards avant, parce que c'est visuel, ça vous permet de comprendre mes propos. Là, en fait, il y a des scores de reconnaissance du loup qui sont assez importants, et quand on veut afficher les variables explicatives, on se rend compte que c'est le contexte, c'est le fond qui a été reconnu, c'est le modèle du fond, c'est le modèle du contexte et pas le modèle de l'objet, en fait. Alors qu'on a cru construire le modèle de l'objet en soi. Dans l'exemple à côté, d'un point de vue robustesse, les algorithmes de deep learning, c'est établi par des études de benchmarking que ça outrepasse les capacités humaines de reconnaissance d'objets. Et c'est pour ça que ça connaît autant de succès. La difficulté, c'est que le même objet en question, le panda, on rajoute un 0,007 de bruit blanc. D'accord, l'algorithme, il est aussi performant soit-il, il est extrêmement vulnérable à un tout petit chouïa de bruit, alors que l'humain est toujours capable de reconnaître le même objet. Donc ça nous permet, dans le domaine visuel, de prendre connaissance et de comprendre la vulnérabilité. C'est pour ça que la robustesse devient un sujet super important. Et ça, dans un domaine où l'interprétabilité des résultats n'est pas aussi explicite, ça se passe partout, dans tous les domaines, en fait, hein. Alors, peut-être quelques questions. Alors, en fait, il y aura aussi la table ronde au cours de laquelle ça sera possible aussi de représenter un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Noza? Alors, une question, Jean-Jacques. J'ai un problème, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Parce que tu dis intelligence artificielle, et puis après c'est algorithme. On ne sait pas si c'est la même chose dont tu parles. Et pour moi, un algorithme, je croyais savoir ce que c'était avant. On arrive à spécifier à peu près ce qui se passe. Et puis, il faut respecter la spécification. Alors maintenant, savoir si c'est lisible, le code d'un algorithme, certainement pas. Mais par exemple, celui qui fabrique une voiture, les carburateurs, est-ce qu'il connaît tous les détails de la fabrication? Non. Et pourtant, on fait passer des tests et puis on voit s'il y en a un qui triche ou non au protocole. Donc je ne comprends pas pourquoi en informatique on ne peut pas faire la même chose. C'est très important de dire que tout est compliqué, etc. Mais moi, j'aime bien les solutions simples, quoi. Et donc, il faudrait une agence centrale qui établit des normes pour certains problèmes. Et puis, évidemment, s'il s'agit de reconnaître un loup, là, il n'y aura pas de spec là-dessus. Mais enfin, bon. Je pense que pour les algorithmes, par exemple, comme l'affectation dans des lycées ou des choses comme ça, c'est plus tout à fait le même genre de choses, quoi. Hein ? Alors, oui. Tu as raison sur la confusion entre algorithmes, IA. Enfin, franchement, ça prend beaucoup de temps pour faire la distinction. Et exprès, j'ai mis tout dans le même sac. D'accord ? Je suis consciente de ça. Parcoursup, c'est pas de l'IA, soyons clairs. C'est du procédural bête et méchant. Et même, je crois, c'est plus... Pardon, non mais d'accord. Non mais je veux dire, il n'y a rien c'est du
code qui a été patché 36 000 fois, même les concepteurs ne savent plus ce qu'il fait. Donc, si tu veux, c'est pas de l'IA. Enfin, voilà, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de l'analytique là-dedans, etc., etc. Donc, voilà. Pareil, là, je parle de services numériques, je ne dis pas qu'il y a. Mais en fait, c'est le prédictif au sens large. C'est là où, moi, je connais des investisseurs qui ont demandé à des startups d'abandonner l'usage du deep learning. D'accord ? En termes d'explicabilité. Là aussi, je ne dis pas qu'il faut. En fait, on est en face de énormément de concepts. Et ce dont tu parles, peut-être, c'est proof and certification. D'accord ? Ça ne suffit pas dans ce domaine. D'accord ? Il y a l'auditabilité, il y a la loyauté, il y a l'équité. Enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Tant pis. Enfin, je dis désolé parce que j'ai vraiment le dimensionnement en temps. Du coup, mon propos ne tient pas de manière cohérente. Mais en tout cas, il y a énormément de sujets qui sont derrière. Tous, parce que moi j'ai déjà eu des chercheurs qui me disent c'est une question de performance. Non, la transparence c'est pas une question de performance. Et ce n'est pas non plus une question seulement de preuve et de certification, parce que des fois on n'a pas le source, parce que des fois aussi on a des comportements adaptatifs et même pas forcément maîtrisés par celui qui a conçu l'algorithme. Et donc, alors dire qu'il faut des agences de certification sur le domaine qu'il y a, je trouve que c'est un peu dangereux d'aller là-dedans. Parce que après, ça va être la guerre des labels de certification. Qui va avoir la légitimité de dire mon label est meilleur que l'autre? Moi, je ne suis pas, on peut en discuter si tu veux après, mais je ne suis pas favorable à des agences de notation d'algorithmes. C'est trop sensible pour dire, bon, toi, tu as une autorité. Parce que, en fait, je dis ça parce que le sous-entendu de Transalgo, l'État, à un moment donné, nous a demandé, Transalgo, d'être des certificateurs d'algo. J'ai refusé, j'ai demandé au PDG de ne pas accepter ce rôle-là. Chacun son métier, nous on est des chercheurs, mais la certification, c'est des autorités de régulation qui pourraient le faire. Et même, encore faut-il, établir un cadre extrêmement strict. Dans certains domaines. D'ailleurs, il y a eu des discussions sur les médicaments. Il y a une procédure de mise sur le marché d'un médicament. Pourquoi il n'y aurait pas une procédure équivalente pour les algorithmes? Il y a de vraies questions là-dessus. Merci une deuxième fois. Alors, merci beaucoup et je suis désolé en fait d'être un petit peu... voilà, donc resalve d'applaudissements pour Noza, merci beaucoup. Merci.